tâches, mes réussites, mes incontournables besoins. Et me voici, mettre au défi toutes mes lâchetés. Bonne journée, une journée très productive. Et On a eu l'opportunité, on a quand même eu l'opportunité de rencontrer. il faut d'abord dire que nous sommes allés au Salon du Livre de C'est vrai. Trois-Rivières. Donc nous sommes. Un peu comme ça, impromptu, incognito, ne sachant comment va être la journée. Nous n'avons aucune illusion, mais on s'était dit, on reste positif, on va à l'aventure et on ne veut que de bonnes choses. Et c'est exactement ça. Donc c'est ce qu'on s'est dit. D'ailleurs, on a décidé ça très récemment, ne serait-ce qu'il y a quelques jours. Et puis, comme je le disais en venant ici, des fois, la chance sourit à ceux qui... aux audacieux. Aux audacieux. Aux audacieux, ça veut dire ceux dont la préparation rencontre l'opportunité. Donc, lorsque tu vas quelque part, tu sais pas si forcément ça va fonctionner ou pas, mais l'essentiel est d'essayer. Essayer. Sauf que quand tu essayes, tu as plus de chances de réussir que celui qui n'a pas essayé du tout. Mais il n'y a pas de doute. Et toi, tu es venu avec ton deuxième livre, mais il n'y a pas. Tu as seulement pris une accréditation, mais tu n'étais pas au menu de la journée, puisqu'il y avait beaucoup de maisons d'édition et beaucoup d'éditeurs qui devaient passer une interview sur le Québec et sur Radio-Canada. Nous autres, moi aussi, je suis venu avec mon livre, je ne savais pas où est-ce que j'allais. Il faut le montrer d'ailleurs. Et tout le monde sait que mon livre, Freud Fredonne, c'est un livre fou. Hein. Le livre qui est plus sérieux là, c'est le livre de Noah, parce que Noah a pris une ligne très sociale, très politique, très traditionnelle aussi, parce que tu es dans les traditions. Tu défends beaucoup les traditions. Tout à fait. Moi, un peu dans la psychologie, un jeune homme. Dans la satire aussi, on pourrait dire. Un peu dans la satire. Est-ce que je suis vraiment dans la satire? Non, pas du tout. C'est satire et dramatique et drame. Satire et drame. Bien sûr, toi, un drame politique avec tous les drames sociaux et politiques. Moi, je suis resté beaucoup plus dans un drame mystique et mythologique parce qu'il s'agit d'un enfant adopté qui ne connaît pas ses racines, qui ne sait pas comment il se trouve ici à l'étranger. Et voilà qu'il revit sa vie. Et je fais revivre la vie de ce jeune homme qui va, et toute sa vie, toute sa chance va basculer entre deux amours et deux croyances. Une croyance québécoise, une croyance haïtienne, une croyance mystique et une croyance scientifique et dialectique. Et je ne peux vous dire que ça. Si vous aimez Haïti, et si vous aimez être avec des Haïtiens, si vous avez des amis haïtiens, pour les nègres que nous sommes, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'on dise nègre? Moi, je ne comprends pas. Ben, je pense que la raison pour laquelle on n'aime pas qu'on le dise, c'est parce que c'est quand même associé de manière très négative et c'est assez péjoratif, compte tenu de l'histoire et de la traite négrière. Mais les gens ne savent pas, hélas, tout le monde est au courant de la traite négrière, je pense qu'on le sait. Je veux dire, les gens ne savent pas que la négritude est une école littéraire et politique avec les Senghor, les Césaire, les Gontran Damas, l'haïtien, et puis avec comme précurseur les Jean Price Mars, qui a écrit ainsi par la langue. Je pense, à mon humble avis, que plus de gens... C'est d'abord une école de pensée, la négritude. Non, c'est une école de pensée, mais le mot nègre en soi, donc la racine de négritude qui est le mot nègre, il est plus associé à la traite négrière qu'à la négritude. Dans le sens où plus de monde sont au courant de la traite négrière, parce que c'est un drame mondial, historique, que l'école de pensée qui est la négritude. Évidemment, toi et moi, on la connaît, énormément de monde la connaissent, mais le commun des mortels est plus au courant de la traite négrière, c'est l'esclavage. Tu as tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle il y a cette connotation négative de dire les nègres. C'est vrai que nous avons connu ça, nous avons vu ça aussi dans nos pérégrinations un peu partout sur la planète, comme souvent certaines personnes incultes. Les personnes très cultivées ne le font pas, ou peut-être le font sournoisement, mais les personnes incultes sont en plus penchants à vous traiter de niga quand vous êtes. Mais le nègre éduqué, il s'en fiche. Il s'en fiche. Au contraire, il revient à sa racine, à savoir la négritude, les grands auteurs. Bachir Touré. C'est un Malien, lui? Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les couleurs. C'est un écrivain de quelle origine? Bachir Touré. Malien? Il a fait un disque. Bachir Touré.
Si tu vas sur Google, tu es trop jeune. C'est ça le problème. Il y a près de 30 ans de différence entre toi. Ah, mais écoute, ce que veux-tu, c'est les différences générationnelles. Va voir Bachir et tu vas comprendre beaucoup de choses. Et on a, à partir de toutes les souffrances de la nation noire, ils ont fait une école de pensée, une école littéraire, et c'est un poème extraordinaire de Bachir Touré. Et tu peux trouver ça facilement sur Google. J'en ai fait plusieurs émissions. Tu vas certainement aimer ça comme texte, comme texture. Alors, la journée était bonne. La journée était bonne, elle a été bénéfique. Je pense que, et mon ami Fred et moi sommes satisfaits des rencontres qu'on a pu faire. Et puis aussi même le fait ici au salon de Trois-Rivières, 38e salon du livre de Trois-Rivières. Et même le fait d'avoir pu présenter nos œuvres à quelques-uns de nos pairs, ce fut... on nous a vus. On nous a vus. On nous a vus. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de noirs. Je ne suis pas trop surpris de ça, par contre. Il fallait s'y attendre. Mais c'était le dernier mot de Danny Turcotte quand il a dit « Ah, vous êtes surpris, hein ?» Moi, personnellement, je suis pas... Ça, par contre, ça m'a pas surpris. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de nos pères ici, de congénères, ça me surprend pas. N'empêche qu'il y avait un Haïtien. Quand même. Et ça, j'ai bien aimé le fait. Qui a écrit un livre sur la migration. J'ai bien aimé qu'il y ait un Haïtien. C'est ça ou mourir, moi, je trouve son titre. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait déjà un Haïtien ici, et même qu'il ait été interviewé par, c'était quoi, Radio-Canada. Oui, il était sur le podium de Radio-Canada. Ça, c'était excellent aussi. Je trouve que même si on est toujours un peu minoritaire de ce genre d'événement, c'est petit à petit. Et même le fait que toi et moi soyons venus non seulement en tant que spectateurs, mais aussi en tant qu'auteurs, ça démontre que on arrive petit à petit à ce bout de chemin. Petit à petit, on fait notre chemin et on espère vraiment amener notre public à nous suivre et à comprendre nos démarches noires. Et nos démarches, toi, tu le fais pour toute l'Afrique et pour la Guinée. Moi, je le fais pour toute l'Afrique et pour Haïti. Et il faut qu'on arrive à se faire lire. Et Danny Turcotte, qu'on a rencontré aussi, qui était en interview, a dit une chose terrible. Moi, je suis payé que $3 par livre. Danny Turcotte qui dit ça, qui a fait Radio-Canada pendant 17 ans, qui a fait... Mais il a fait des émissions extraordinaires. Et puis je pense que d'ailleurs, c'est une sommité au niveau de la télévision québécoise. Et maintenant, il s'est reconverti en tant qu'auteur. Et justement, il expliquait que on gagne tellement peu en vendant des livres qu'il a eu l'opportunité qu'il a eu de travailler à la télévision pendant plusieurs années, ça lui permet de continuer à vivre. De compenser. De compenser. Parce qu'il a quand même bien gagné sa vie, je pense. Donc maintenant, c'est plutôt une passion. C'est pas vraiment un métier. Parce qu'un métier, ça sous-entend que tu vis de ce que tu fais. J'ai aimé quand il disait, moi je m'appelle auteur, je ne m'appelle pas écrivain. Je me sens pas un écrivain, oui. Oui, parce que l'écrivain, quand même, il vit de sa passion. Voilà. Et je pense que, vu de cette sorte, 90% des écrivains sont donc des auteurs. Tout à fait. Moi, je suis auteur, tu es auteur. Et c'est pour ça que toi et moi, on fait des publications à compte d'auteur, parce que d'abord, on va pas pouvoir en vivre tout de suite, il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire, et puis c'est même pas très facile. Moi, j'ai déjà essayé, j'ai appelé plusieurs maisons d'édition et c'est très fermé. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est bien d'être venu aujourd'hui, Noah, parce que c'est très fermé. Je ne sais pas si c'est fermé pour tout le monde. Ils ont, je ne veux pas utiliser le mot ghetto littéraire, mais ils sont très Québec d'abord. Moi, je suis pas contre aujourd'hui le Québec. Le Québec, c'est comme la France, c'est multiculturel, c'est multifacial, c'est multi-tradition, multi-ethnique, multi-tradition, multiculturel. Mais en matière littéraire, ça m'a étonné de voir c'est Boréal qui publie Tressilor, qui s'appelle Tressilor Aurélien, qui a écrit ce livre qui s'appelle C'est ça ou mourir, sur l'histoire des gens qui viennent du Brésil, qui traversent toute l'Amérique latine, qui traversent la fameuse jungle forêt de Darien qui est mortelle, dit-on, au Panama, et qui arrive ici, peut-être pas ici, mais qui arrive aux États-Unis et qui, voilà, aujourd'hui, qui sont obligés de se ramener au Québec. Moi, j'aime beaucoup les verbes du premier groupe. Appeler, draguer, accepter,
caresser, déshabiller, écarter, pénétrer, éjaculer, enceinte et refuser. Et c'est pas facile, hein. On va lire ce livre avec plaisir. Et on a acheté aussi, on s'est fait dédicacer. On s'est fait dédicacer, on a acheté aussi, on a offert aussi. On a offert aussi. Nos livres. Sauf qu'on a offert gratuitement. D'où le mot offert. On l'a offert gratuitement. C'est offert. D'où le mot offert. Merci. Mais je vois ça comme c'est un investissement. C'est un investissement de réseautage. Et un investissement littéraire surtout, parce que tu partages déjà ton œuvre. Et deuxièmement, vu que tu l'as offert, déjà, peut-être que la personne, le récipiendaire, il est enclin à le lire. Et si tu le marques, qui sait, un jour peut-être qu'il va te contacter. Je sais pas. Et puis, on ne fait que notre passion. On fait que notre passion, c'est ça. Et puis, c'est ne pas faire ce pourquoi on est fait, parce que c'est ça notre côté mystique et mythique ou philosophique. Ne pas faire celui qui est en haut là, moi je sais pas comment tu l'appelles, toi tu es musulman, moi je suis catholique, je sais pas comment tu l'appelles. Bon, ça m'intéresse. L'entité d'en haut, oui. Notre patron d'en haut là. Il nous a envoyé au moins pour faire quelque chose. Il nous a envoyé. Moi, je pense que chacun a sa mission. Chacun a sa mission. On peut ne pas avoir la même mission parce que personne n'a la même mission. On peut ne pas vivre de sa mission. On peut ne pas vivre sa mission, mais je pense que chacun a un talent, chacun a un don, chacun a une mission. Forcé, c'est obligé que tu sois là, que tu es ici pour quelque chose, pour une raison. Et c'est ce que moi je sais. C'est ce que je sais, ce que je pense fortement. C'est la croyance que j'ai, la conviction que j'ai. On a tous une mission. Et le plus difficile, c'est de chercher la mission, de la trouver. Quelle est la mission? Alors Noah a publié le deuxième numéro de la trilogie, ça va être une trilogie. Et ça va être une trilogie, ouais. La trilogie. Moi j'ai dit à Noah dès le début que j'ai toujours aimé À chacun sa justice. Moi je pensais uniquement le titre ou bien? Non, pas uniquement le titre, tu sais que non seulement je l'ai lu, je l'ai commenté avec toi là. Tout à fait, ouais. Maintenant, dans la même trilogie À chacun sa justice, il a publié Une trahison inattendue. Dans le premier livre, ça s'est terminé par un coup d'État, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'intrigues politiques, sociales, militaires, d'armes qui crépitent, de galons qui tombent. Et il a réalisé quelque chose de magnifique aussi. Une de ses collègues qui a fait le montage pour lui, peut-être sur l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup aimé ça et j'ai demandé à mes collègues de le publier aussi dans les prochaines émissions. Et on va le publier dans d'autres émissions. Tu veux présenter ce que tu as, la promotion que tu fais par l'intelligence artificielle. Par rapport à l'intelligence artificielle, en fait... La dernière chose que tu as faite, les deux militaires qui s'affrontent là. Oui, donc... Écoute, l'intelligence artificielle est quelque chose qui est venu s'imposer à nous depuis 2-3 ans comme un tremblement de terre. C'est inévitable. Et tous les jours, moi qui suis comme la majorité de la population sur les réseaux sociaux, je constate des choses qui ont été créées grâce à l'intelligence artificielle, mais des fois, c'est pas des choses instructives ou constructives. Donc c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Et moi, déjà, lorsque j'ai écrit à l'écriture du premier ouvrage, du premier roman, le but ultime pour moi, comme on s'en parlait en aparté, c'est que moi je veux soit pouvoir adapter mes romans à la télévision ou au cinéma, ou éventuellement devenir scénariste. Moi, le scénario de livre, enfin, excuse-moi, le scénario de tu vois très bien où tu veux en venir. Oui, là, c'est là-bas que je veux vraiment arriver. Mais avant d'arriver là, Noah, moi, je voudrais que tu expliques aux téléspectateurs. Oui, pour l'IA. Oui, je vais. Pas tellement pour l'IA. L'affrontement que tu as à partir de l'IA, l'affrontement que tu mets entre un militaire subalterne à son chef, un officier à son chef hiérarchique qui est probablement un colonel, qui s'affrontent et qui sont peut-être en train de s'en venir au maire. Comment tu peux une telle subordination et... Insubordination, ouais. Il est censé être subordonné à son chef. Mais comment tu fais pour faire une telle subordination d'insubordination? C'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu veux dire là quand tu veux deux? Tu vois, comme tu l'expliquais tantôt, le premier roman prend fin lorsqu'il y a un coup d'État. Maintenant, la scène que j'ai créée à partir de l'IA. C'est pas le
C'est pas le colonel qui a fait le coup d'État, c'est le jeune. C'est le jeune, c'est le lieutenant. La scène oppose le lieutenant à un officier supérieur qui est général. Voilà. Qui est général des forces armées. Mais c'est choquant de se voir décoiffé comme ça par un civil. Et c'est justement cette scène qui a été l'étincelle qui causera plus tard le coup d'État. Ouais. Par rapport à un malentendu et beaucoup de problèmes qu'ils ont eu entre eux. Donc les problèmes qu'ils ont eu entre eux. Moi je pensais que c'était déjà le deuxième roman. Ah non. Ça c'est la scène. C'est le premier. Ça c'est la scène qui a déclenché tout en fait. Qui a déclenché vraiment non seulement la planification, l'élaboration du coup d'État et le coup d'État pour finir. Ouais, du jeune lieutenant. Et qui a fini par assassiner justement ce chef d'état-major des armées. Et prendre le pouvoir. Oui. Donc c'est une scène clé en fait. C'est une scène clé entre les deux romans d'ailleurs. Entre les deux romans d'ailleurs. Les gens auront du plaisir. Moi j'ai du plaisir à lire le premier. Ouais. Je vais lire le deuxième qui vient de m'offrir et on sait fraternellement et confraternellement, oui, collègues. Puisque tu m'as offert aussi d'ailleurs. On a échangé nos livres. Fred Fredon. Lui, il écrit beaucoup sur la politique, moi j'écris beaucoup sur le psychodramatique, si vous voulez. Et on est tous les deux assez littéraires, hein, assez poétiques, assez imagés dans notre approche de la réalité de l'écrit. Mais je vous assure que c'est bon. Recherchez ce livre, recherchez le nom, Noah Traoré, une trahison inattendue. Sur Amazon. Vous allez avoir du plaisir. Je prie sur Amazon ou n'importe où. Ou appeler au téléphone. Moi, je vais avoir du plaisir à lire ça parce que j'ai lu le premier, j'étais content. On va conclure, Noah. Oui. On va conclure sur notre journée d'escapade littéraire incognito à Rivière. Ouais. Qu'est-ce qui tu retiendras de cette journée? Qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Ce qui m'a le plus frappé, c'est... Bon, déjà, je remarque l'accessibilité des auteurs, et dont certains sont d'ailleurs, au-delà d'être auteurs, sont même, on va dire, des vedettes de télévision. Donc, en l'occurrence, M. Turcotte, qui était très accessible, très facile d'approche. Oui. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce côté amical où on peut échanger facilement avec lui. Donc, c'est déjà à souligner. J'ai beaucoup aimé aussi l'organisation même du salon. Donc, j'ai déjà été dans les salons du livre avant. Et c'est vraiment des stands classiques avec des livres. Là, j'ai bien aimé qu'il y ait des podiums où les chaînes de télévision comme Radio-Canada font des interviews d'auteurs. Et puis, il y a une belle organisation. C'est vraiment, moi, là, c'est l'organisation qui m'a séduit aussi. Ça m'a beaucoup plu, Je me suis dit, Noah, dans un espace qui n'est pas si grand que ça, mais qui est grand quand même pour une petite ville comme Trois-Rivières, réunir tous ces auteurs, cette belle organisation avec deux scènes, une scène pour Télé-Québec, une scène pour Radio-Canada, et puis autour de Télé-Québec qui est un petit peu, comment dirais-je, non pas en rencard, comme au théâtre on dit côté cour, côté jardin. Sur le côté, oui. Côté jardin. Et Radio-Canada, la scène principale. Vraiment la scène principale, une scène circulaire où il y a du monde devant, derrière. C'est beau, c'est très organisé, c'est chatoyant, c'est amical. Et j'ai adoré ça. Et je te remercie, Noah, c'est toi qui m'as fait découvrir, qui m'a invité à venir voir ça. Le plaisir est partagé. Je pense qu'on a eu tous les deux du plaisir à venir aussi. Et c'est certainement quelque chose qu'il faudrait refaire. Et puis on va vous gratifier de belles images. Voilà, c'est là qu'on s'arrête. C'est bon. Tu as un dernier mot? Dernier mot, écoutez, profitez de la vie, elle est courte. C'est tout ce que je peux dire. Hein. Lisez, parce que la vie est courte. À bientôt.